Innofast, c'est une plateforme qui est basée sur de l'intelligence artificielle, qui permet justement aux entreprises de pouvoir découvrir et tester de nouveaux axes de croissance. Quand on a besoin à un moment donné de pouvoir se développer, améliorer ses produits, soit aussi de vouloir construire de nouveaux produits ou de nouveaux services, ou aller vers de nouveaux marchés. Par exemple, je veux aller vers un nouveau pays parce que je ne le connais pas et comment je peux le faire. Comment je peux tester et valider un marché sans avoir investi de l'argent. Et donc ça permet, grâce à ça, de cette plateforme, de pouvoir mettre en place, de pouvoir trouver déjà des opportunités et ensuite de les mettre en œuvre et de les tester et sans avoir rien dépensé au départ. Bienvenue dans SaaS Invaders, le podcast qui donne la parole aux fondateurs de SaaS. On revient sur leur parcours, leurs succès et leurs échecs. Moi, c'est Anthony, je suis consultant marketing vidéo. J'ai fondé l'agence Kobana pour aider les SaaS à augmenter leur conversion grâce au pouvoir de la vidéo. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno. Il est le fondateur d'Innofast, une plateforme IA qui accélère l'innovation. Bonjour Bruno, comment ça va ? Ça va bien, et toi ? Eh bien, ça va très bien. Écoute, on est ici pour parler d'Innofast que tu as fondé. On va parler de tout ça aujourd'hui. Tout à fait. Avant, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton parcours avant de te lancer dans cette aventure ? Alors, comme vous voyez que j'ai un peu d'expérience, donc parce que je suis devenu jeune start-upper très tard. Donc c'est peut-être ça ma caractéristique, c'est que j'ai travaillé en région parisienne pendant plus d'une trentaine d'années, donc sur des grands groupes internationaux. Donc j'ai beaucoup travaillé à l'international au début de ma carrière. Donc pour vous dire, j'ai travaillé sous le métro de Singapour, c'était mon premier travail. Pour pouvoir travailler sur le métro qui a été piloté un peu comme la ligne 14 maintenant à Paris, mais bien en avance par rapport à Paris. Donc je travaillais là-dessus. Et puis j'ai fait toute une carrière un peu dans l'informatique, dans beaucoup de domaines, pendant une trentaine d'années. Donc voilà. Ok, avec une grosse appétence pour l'innovation, je crois. Je me suis rendu compte que c'était ça, en fin de compte, le fil guidé. Quand je me suis posé la question de créer une entreprise, on se pose toujours un peu la question on dit ça le ikigai, qu'est-ce qui nous correspond réellement et qui correspond au marché. Et je me suis rendu compte que je faisais beaucoup d'innovation et j'étais toujours en avance dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles pratiques, en quoi ça pouvait amener des choses soit vers le business, soit vers les gens. Et donc c'est pour ça que j'ai été là-dessus. Donc c'était vraiment l'ADN de l'innovation qui est au cœur de ce que je sais faire depuis des années. Ok, et donc tu as lancé cette plateforme qui s'appelle Innofast. Donc est-ce que tu peux nous en parler ? Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est quoi le bénéfice principal ? Et à quel client ça s'adresse ? Alors donc on s'adresse, Innofast, c'est une plateforme qui est basée sur de l'intelligence artificielle, qui permet justement aux entreprises de pouvoir découvrir et tester de nouveaux axes de croissance. Quand on a besoin à un moment donné de pouvoir se développer, améliorer ses produits, soit aussi de vouloir construire de nouveaux produits ou de nouveaux services, ou aller vers de nouveaux marchés. Par exemple, je veux aller vers un pays parce que je ne le connais pas et comment je peux le faire. Comment je peux tester et valider un marché sans avoir investi de l'argent. Et donc ça permet, grâce à ça, de cette plateforme, de pouvoir mettre en place, de pouvoir trouver déjà des opportunités et ensuite de les mettre en œuvre et de les tester et sans avoir rien dépensé au départ. Ok, alors cette idée, elle est née comment ? C'est par ton observation, on va dire dans ton parcours professionnel, tu as identifié des différentes problématiques. Quel a été le point de départ de ce projet, de cette idée ? Parce que je faisais beaucoup d'innovation et quand j'ai créé mon entreprise, c'était déjà un peu du conseil en innovation. Et donc, je faisais ça à la main. Et quand j'ai vu, parce que j'ai travaillé dans l'IA dans la fin des années 90, puis après il y a eu l'hiver de l'IA, comme on le parlait. L'hiver de l'IA. Oui, qui est resté pendant plusieurs années. Et j'ai vu que ça revenait. Et je me suis vraiment posé la question, mais de tout ce que je faisais, comment je pouvais transformer ça avec de l'IA ? Et c'est comme ça que ça s'est passé, parce que je faisais déjà beaucoup de choses comme ça, un peu à la main. Et je me dis, mais avec ça, il y a quand même des choses qui se transforment. On peut le faire différemment et donc c'est parti comme ça. Ok, et alors est-ce que tu as hésité avant de te lancer dans cette aventure ? Est-ce que tu avais un peu des grandes peurs ou finalement ça a été assez fluide ? C'est pas la peur du produit, c'est la grande complexité de ce sujet-là. J'étais quand même dans les grands groupes avant, donc à un moment donné on passe du salariat à jeune start-upper. C'est pas du tout la même chose, c'est pas le même état d'esprit, faut de la résilience. C'est pas tout beau comme on peut dire, on a sorti de son garage et qu'on est devenu multimilliardaire en 2 ans. ça c'est que Bezos ou Steve
manager. C'est pas tout à fait ça la vraie vie. Donc voilà. Et donc il y a beaucoup d'adaptations à avoir. Et ça, c'est vraiment le sujet qui était compliqué au départ, quoi. C'est vraiment, on doit s'adapter à beaucoup de choses. Et alors, ça a été quoi tes grandes difficultés justement que tu as eues au départ ou peut-être dans la suite, les événements un peu marquants, les choses où tu t'es dit là c'est challenge quand même. Ça a duré pendant le temps. Ce qui est compliqué quand on développe quelque chose dont la maturité avance en même temps que ce que l'on développe, on n'a pas en fin de compte des métriques, on n'a rien pour mesurer quelque chose qui n'existait pas. Donc à un moment donné, c'est très compliqué de se dire est-ce qu'on est dans la bonne direction, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que ce que je vends est bon ou pas. Comme on n'a pas très peu de données, à un moment donné, on est dans un truc, dans un brouillard. Et le brouillard, quand il dure trop longtemps, on se dit mais on se plante complètement. Et il y a eu beaucoup ce genre de sujets qui sont intervenus. Est-ce que je suis dans le bon truc? Est-ce que c'est juste une problématique de positionnement? Enfin voilà, il y a eu ça qui est apparu. Et ça a duré. En fin de compte, on pivote tout le temps. Ouais. Oui, puis il ne faut pas avoir peur aussi de pivoter parce que des fois on se dit, on est un peu têtu sur notre idée, on se dit ça va marcher, mais si finalement c'est pas le bon positionnement, il faut savoir se remettre en question et partir dans une autre direction. Oui, mais c'est là où quand on est à mettre en place ce genre de solution, on s'investit, on devient amoureux de son produit, c'est ça le danger, et on n'a pas envie de changer. Donc, c'est ça qui est vraiment le piège. Et il faut aussi de la résilience, parce qu'il ne faut pas s'arrêter tout de suite en disant au bout d'une fois, tiens, c'est pas ça. Donc c'est un vrai équilibre à trouver entre les deux, se disant, bon là, il faudrait peut-être un peu bouger, ou est-ce qu'il faut continuer? Et c'est là, et à quel moment on le fait? C'est sûr. Et quand on est derrière, il n'y a pas quelqu'un qui vous dit il faudrait peut-être évoluer. Ça c'est compliqué parce que c'est vous-même qui devez dire je change. C'est arrivé donc, et j'ai bougé très régulièrement, mais pas forcément des gros pivots comme ça, mais le fait de dire s'adapter quoi, tout le temps. Et alors, quelle a été la décision la plus difficile? Ça a été un pivot spécifique? Ça a été de dire non à une fonctionnalité, un projet, un client? Ou c'était quoi le plus difficile jusque-là? Le plus difficile, c'est l'investissement que j'ai mis dans la plateforme. C'est jusqu'à où j'allais par rapport à l'investissement. Investissement financier? Financier, et donc le risque qu'il y a derrière. Donc c'est le risque que j'ai pris par rapport à ça. Donc c'est vraiment le sujet le plus compliqué qu'il y a eu parce qu'il fallait un risque. Mais je ne pouvais pas faire non plus de l'IA qui allait devenir obsolète au bout de 3 mois, c'est ce qui se passe actuellement. Et il fallait avoir quelque chose, un produit qui permette à un moment donné aux entreprises de faire quelque chose et qui soit vraiment quelque chose de particulier. Comment trouver en gros ce qu'on appelle les barrières à l'entrée pour les produits? C'est qu'il y a quelqu'un qui ne va pas vous remplacer en un mois aussi facilement et vous avez mis beaucoup d'argent dans une solution. Donc là, ça ne marche plus. Donc si vous mettez de l'argent, il faut être capable de dire ça va tenir quelques années quand même. Et voilà le challenge majeur qu'il y avait, comment trouver ça. Et je me suis passé des nuits à trouver c'est quoi l'avantage concurrentiel justement sur la durée et qu'est-ce qui va pouvoir durer. Donc là vous voyez qu'en projection, il faut aller voir, alors que l'IA avance tous les jours à une vitesse folle. Ouais, donc tu as quand même senti que tu avais trouvé au moins le truc qui te permet d'avancer au moins dans une direction où tu dis là, j'ai au moins une vision. Alors je l'ai vu, mais il y a eu des cas où j'ai vu que ça commençait de nouveau, où il y a... Je pensais pas que ça allait arriver à certains points, arriver aussi vite. C'est arrivé beaucoup plus vite que je pensais. Donc comme quoi, ça peut arriver vite. Donc il y a des points où j'ai dit, voilà, le vrai positionnement, il est celui-là. Donc voilà, et donc moi j'ai pris une vraie position. Je suis mis, il y a beaucoup d'IA actuellement qu'on voit, en gros, c'est un assistant personnel. C'est-à-dire que je lui pose des questions, il me répond. Moi, j'ai pris une autre optique, je fais un outil d'entreprise. Ce qui est un petit peu différent, c'est pas une question-réponse, parce que question-réponse, il faut poser la bonne question. Et généralement, pour avoir la bonne réponse. Et c'est là où ça commence à devenir compliqué dans une entreprise, parce que normalement, c'est plutôt des équipes, des process qui sont à l'intérieur. Donc, on ne pose pas la bonne question, on a toujours le même truc qu'on refait. Donc, c'est ça la vraie différence qu'il y a dans l'IA, c'est comment on va pouvoir faire quelque chose de plus industriel et pas demander aux gens de faire des prompts tout le temps. Et comment, après, derrière, on peut en tirer vraiment de la valeur.
ce qui a changé depuis 20 ans, avant on avait Internet, Internet a amené l'information vers les personnes. Donc on a eu une masse d'informations qui est arrivée vers les personnes. Donc sur Internet, on avait tout. Sur mobile, on a plein d'informations. L'IA, en fin de compte, ce qu'elle doit faire maintenant, c'est pas amener plus d'informations, c'est comment je vais pouvoir agir avec cette information-là. C'est qu'est-ce que je dois faire maintenant avec toutes ces informations-là? Transformer cette information en action. Et là, la plateforme, c'est en gros transformer toutes les informations que j'ai de mon marché, de mes clients, de ce qui se passe dans mon entreprise en action, décision. Et alors, est-ce que tu aurais un exemple concret d'un projet pour qu'on comprenne un peu mieux, d'un client qui a utilisé la plateforme, de voir un peu le contexte, comment ils l'ont utilisé et puis qu'est-ce que ça leur a permis d'atteindre comme objectif? Ah ouais, donc il y a quelques exemples que je trouvais ça qui étaient relativement intéressants, que j'aime bien. C'est une entreprise qui travaille dans le fruit, elle faisait des pâtes à fruits, et s'est posé la question, je veux innover, je veux créer de nouveaux produits et concurrencer Nutella. Parce que tout est à base de chocolat noisette, enfin, quand on est enfant, on sait de quoi je parle, même les adultes. Et qu'est-ce que je peux imaginer comme produit pour concurrencer Nutella? Et quels seraient les bons clients pour pouvoir le faire? Ok. Bonne question. C'est la question de départ. Et dans la plateforme, on passe cette question-là et on va dérouler tout un processus pour arriver aux réponses. Donc pour donner donc l'IA peut regarder un peu le marché, quels étaient les concurrents. Ensuite, on a utilisé la plateforme pour faire de ce qu'on appelle de l'idéation, trouver des nouvelles idées. Donc la plateforme permet aussi de générer des nouvelles idées. Donc elle a proposé des idées qui étaient super intéressantes. Donc par exemple, elle a dit comme ça qu'en fin de compte, pour le positionnement, ce qui était important, c'est de tenir compte de prendre plutôt des populations qui aiment bien la nourriture saine, et donc elle a amené un taux de fruits qui est super important, à plus de 70%, pour pouvoir aller vers ce type de population-là pour commencer le marché. Vous voyez que quand même que c'est l'IA qui propose ça. Donc vous voyez un peu jusqu'à où ça a été. La deuxième idée qu'elle a proposée, par exemple, c'est de dire pourquoi on ne ferait pas des kits où il y aurait plusieurs fruits et on ferait ces compositions de fruits et mélanger ces fruits. Et donc, ce serait vraiment très ludique pour les enfants, par exemple, ce genre de choses. Voilà. C'est des bonnes idées, quand même. C'est de la gamification dans le fruit. mais voilà les idées qu'il y a. Et après, on a fait ce qu'on appelle, on a vraiment innové, parce que quand on parle d'IA, on a fait ce qu'on appelle des jumeaux numériques clients. Des jumeaux numériques clients. Des jumeaux... Je suis curieux de savoir ce que c'est. On parle de jumeaux numériques, on peut même faire des clones de clients et qui vont pouvoir avoir une personnalité et vont répondre aux questions. Ah oui, ok. Donc c'est ce qu'on appelle un jumeau numérique, on a créé ça, donc à un moment donné on lui donne une personnalité, on peut la construire cette personnalité-là, et donc à un moment il répond aux questions, donc en gros, il va répondre à des questions. Donc ça se fait aux États-Unis depuis 3 ans, donc en France je suis pratiquement un des seuls à faire ça, pour pouvoir le faire, mais c'est typiquement une autre approche où on utilise aussi des jumeaux numériques clients. Donc vous voyez, on a été très loin là-dedans pour comment présenter ça. Et ça a été un vrai sujet, moi je trouvais, qui était très intéressant, très significatif. C'est une PME, donc c'est pas non plus une grosse boîte, mais qui s'est posé des questions. Comment je peux aller vers autre chose? Parce que c'est compliqué, je fais des pâtes à fruits depuis longtemps. Il faut quand même garder l'ADN du fruit. Et l'ADN du fruit, et puis le concurrent c'est Nutella, quoi. C'est quand même pas, le concept est compliqué. Il n'y a pas que ça, mais par exemple, je veux donner un deuxième exemple, mais il y a beaucoup de sujets actuellement. On voit bien que l'environnement est quelque chose qui touche tout le monde. L'automobile, parce qu'on change de technologie, donc on passe à l'électrique, que ça bouscule tout le monde, qu'il y a des réglementations différentes dans tous les pays, donc tout le monde est perturbé, qu'il y a des gens qui vendent encore. Moi j'ai vu quelqu'un qui vendait que des trucs au fioul, d'un point de vue mondial, c'est encore une PME qui faisait ça. Je me dis waouh, donc là il y a quand même des sujets à prendre derrière. Toutes ces évolutions-là qu'on voit du marché qui évolue, qui est en train d'avancer très très vite, des technos qui arrivent derrière, fait que l'entreprise doit s'adapter, et comment elle doit s'adapter de plus en plus vite, mais comprendre ce qui est en train de se passer, quoi. Il faut vraiment prendre toujours le pouls extérieur. Si je ne comprends pas mes clients,
ben, je ne vois pas ce qui est en train d'arriver. Et donc, c'est ce qu'on voit souvent maintenant dans le retail, où il y a beaucoup de gens qui disparaissent, qui n'ont pas réussi à évoluer dans le monde Internet, justement. C'est ça s'adapter aux évolutions. S'adapter, on a mis quand même... Internet, c'est des années 2000, donc ils ont mis 25 ans de ne pas s'adapter. Et à 25 ans, le coup près tombe. On les a vus juste après le Covid, où on les a vus un par un. Dernièrement, c'est IKKS. Voilà, c'est l'adaptation qu'il y a derrière. Pas avoir peur de l'adaptation, c'est de dire à un moment donné, on n'est pas obligé de prendre des risques tout le temps. Innover ne veut pas dire aller sur Mars. Il y a des choses très simples. Amazon, quand ils ont commencé, ils n'ont fait aucun nouveau produit. C'était juste de mettre des livres sur Internet. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Hein. Ouais. Ils n'ont pas été plus loin au départ. L'idée, ils ont itéré, ils ont avancé, ils ont vu que ça marchait. Et donc voilà, mais c'était pas je vais faire le livre numérique ou je ne sais pas quoi. Il n'a pas fait ça. Donc il a été dans quelque chose de très très pragmatique. Souvent, c'est des choses qui sont très simples. Par exemple, nous, quand on fait des interviews, par exemple, très réelles, on a posé des questions à des clients et ils disaient « mais moi, mon problème, c'est ça. Voilà de quoi j'ai besoin. » On croit qu'on sait tout dans les entreprises, mais souvent, les clients, ils ont déjà les informations de quoi ils ont besoin. Il y en a qui sont très... pas assez, mais on ne sort pas de son bureau, souvent. On reste dans l'entreprise, et donc on pense ses a priori, ses biais, tout ce qu'on veut. Et donc, le client, c'est quand même important, et de connaître son client, c'est quand même... et ça permet de voir s'il a évolué. On sait très bien, les nouvelles générations, c'est pas les mêmes non plus, c'est pas les mêmes besoins. Donc, à chaque génération, on a toujours des choses qui évoluent, et ça évolue de plus en plus. Donc, il faut s'adapter. Et alors, comment les clients appréhendent l'outil, la méthode? C'est quoi un peu les réactions que ça peut susciter Alors, on a construit l'outil pour qu'on ne voit pas l'IA. On ne voit pas l'IA, on ne pense pas qu'il y a de l'IA derrière. Donc, elle devient transparente. C'est intéressant, ça. Elle devient transparente dans l'outil, donc on ne se pose pas de questions parce qu'on est dans son métier et on amène son métier. Voilà, je suis spécialiste du fruit, par exemple, comme on me parlait, ton métier est là, tu dois me parler à la machine dans ton métier, non pas le contraire. C'est pas toi qui s'adapte et non pas toi. Donc c'est vraiment le sujet qui est vraiment clé. Donc on l'a fait de cette façon-là, très très simple. Les interfaces sont très simples. Voilà, on n'a pas comme dans les anciens modèles, 150 cases à cocher parce que tu vas dans la liste X, Y, Z qui fait je sais pas quoi. Donc il y a toujours des règles comme ça très compliquées. Là, il n'y a rien parce qu'on peut tout saisir maintenant. Donc, ce qui est assez magique, c'est qu'en fin de compte, ce qu'on avait rigidifié pendant très longtemps pour codifier un peu ce qu'on devait faire en entreprise, on peut le rendre plus souple maintenant. Et en fin de compte, c'est un bonheur de pouvoir travailler plus comme ça que de savoir que c'est le code machin qui fait tel truc. Et on a créé des usines à gaz parfois dans certaines entreprises. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose de très très simple. Et on le voit, on est encore au tout début des interfaces, mais les interfaces vont beaucoup évoluer. On voit maintenant qu'on peut faire évoluer les interfaces en fonction de la personne qui est derrière. Donc on a essayé de faire ça il y a beaucoup d'années, mais on va voir que les interfaces vont se mettre à jour et en fonction d'où on est, de son besoin, et ne pas amener 150 choix où tu dois cliquer. Alors que là, tu vas là et tu n'auras que peut-être 2 ou 3 choix parce qu'il sait exactement où on en est, et donc l'interface va devenir très très simple. Intéressant, ouais. Curieux de voir aussi comment ça va évoluer sur la partie interaction entre l'utilisateur et puis l'outil. Et alors, est-ce que dans le parcours, les derniers projets, est-ce qu'il y a un accomplissement dont tu es le plus fier à ce jour? Peut-être un projet ou quelque chose qui a été mené à bien Oui, mais c'est de regarder un peu les résultats qu'on voit. C'est se dire que quand on faisait ça, on a fait un exemple justement avec une entreprise, c'était de montrer, je faisais comme il faisait manuellement et avec la plateforme à côté. Donc c'était en gros mesurer les deux et de voir à quelle vitesse on allait. Et en fin de compte, on a mesuré des gains qui sont très importants, c'est de 10 à 100 fois plus rapide. Donc il mettait plus de 6 mois pour faire ce qu'on a fait, on l'a fait en 48 heures. Ah oui, okay. Donc on voit quand même l'accélération. Mais les gens qui ont peur de l'IA, ce qu'on a vu, c'est que l'information qui arrive rapidement enlève les silos. Donc on peut travailler plus en équipe qu'avant.
Parce qu'avant, il y avait le marketing qui faisait des études de marché, l'autre qui faisait telle chose. Donc... Mais là, comme l'information peut arriver très très vite, on peut travailler en équipe. En équipe transverse, quoi. Ouais. Ouais. Et c'est quand même beaucoup. Enfin, je trouve que ça on revient à l'esprit d'entreprise, de travailler ensemble pour la valeur de l'entreprise. Et on a vite rendu compte de ça. Et voilà, c'est ça qui est sorti dans le projet, des vrais gains, mais aussi d'une autre façon de pouvoir travailler ensemble. Et non pas, je me remplace. C'est du collaboratif avec l'IA. Ouais. Non, mais c'est intéressant, au moins ça permet effectivement de faire tomber certaines barrières un peu trop rigides dans des structures importantes et pour aussi avancer dans le développement des projets et puis tout à fait. répondre aux besoins. Et alors est-ce que, si on regarde maintenant un peu l'avenir, est-ce que tu as prévu des levées de fonds pour ton développement ou continuer Je suis en cours de levée de fonds, donc je regarde ça actuellement. Donc je suis en train de faire ça avec... je vais le dire, mais malheureusement en France, même si l'IA fait partie des sujets les plus porteurs, on n'est pas aidé en France. Et là, c'est des vraies réalités. Hein, donc, entre le discours et la réalité, c'est bien différent. Et donc, actuellement, bizarrement, il y a des investisseurs depuis qu'il y a Trump aux États-Unis qui veulent investir en Europe. Des investisseurs américains Américains, anglais, ou d'autres pays qui veulent investir en Europe et surtout pour l'IA. Okay. Donc c'est la démarche que j'ai. Donc je veux investir là-dedans parce que je crois en produit et qu'il faut du temps derrière pour pouvoir faire quelque chose. Il demande du temps commerciaux aussi, la construction de la plateforme, évoluer avec l'IA qui avance très très vite. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais moi j'aimerais déployer ça et amener ça, donner un outil qui permettrait à la France peut-être de plus innover et de pouvoir le faire plus rapidement. Toujours quelque chose où on a maintenant des choses qui sont des vrais différenciateurs. Toi, tu penses qu'en France, on pourrait innover mieux, plus vite, plus fort, plus grand? Parce que on peut mieux innover, parce qu'il y a toujours, on a une culture un peu, on voit bien qu'on met plutôt son argent de côté que de dépenser. C'est pas l'américaine où les Américains s'endettent alors que nous on met sur le compte épargne logement ou autre chose. Donc on voit bien avec deux philosophies. Il y a une philosophie aussi sur l'innovation, c'est le risque. Donc ce que moi j'ai fait dans le risque, c'est que je mesure tout par de la donnée. Donc je réduis très largement le risque avant de s'investir. Ça devient rationnel. Ça devient rationnel parce qu'on a de la donnée pour pouvoir prendre des décisions. Donc c'est ça qui fait que derrière, les entreprises peuvent innover sans se dire wow, je ne vais pas mettre 100 000 ou 200 000 ou 500 000 ou je sais pas, 1 million sur la table pour pouvoir innover. Parce qu'à un moment donné, j'ai quelque chose qui me permet de mesurer et de dire le potentiel majeur en marché, il est celui-là, les clients ils veulent ça, on peut avoir beaucoup plus d'informations maintenant et d'avoir une innovation qui est plus sûre. Yes. Ok. Et alors pour terminer cette rencontre, est-ce que tu as une vision pour l'avenir à nous partager ou des grands défis sur lesquels tu vas travailler? Alors là, tu as partagé ta recherche de levée de fonds, mais est-ce que il y a des choses aussi Tout ce qui est développement, j'ai commencé ma carrière dans l'international. J'aimerais refaire ça à l'international. Je trouve que il y a plein de pays différents. On ne se rend pas compte, même en Europe, que ça évolue vite. La Pologne est un pays qui se développe assez vite. On a l'impression que ce n'est pas le cas, mais si. Voilà, il y a plein de pays comme ça qui sont intéressants et que j'ai toujours eu cette culture de l'international et de voir comme ça qu'il y a plein de potentiel dans tous les pays et que c'est une richesse formidable de connaître le monde et les populations différentes. Yes. On va te souhaiter bon voyage alors. Voilà. Merci pour cet échange. Merci en tout cas. Et puis à bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous aussi vous voulez augmenter vos conversions, retrouvez-moi sur kobana.fr. On se dit à bientôt pour un prochain épisode de SaaS Invaders. Ciao.